Voilà, je vois pas tout le monde. Stéphane, Véronique, Vincent. Voilà, ça me fait super plaisir qu'on se retrouve. Euh, Aujourd'hui, ensemble, Philippe, vous a tout dit ce qu'on va faire. Mon but, c'est de vous donner des outils pour prospérer dans un monde de plus en plus incertain, prospérer dans un monde de plus en plus chaotique. Et on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Alors, certains d'entre vous m'ont déjà vu en conférence, voire me connaissent. Aujourd'hui, ça va être un format différent, évidemment, le webinaire, mais ça va être également un contenu. Donc, globalement, l'essentiel de ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sont des choses que je ne dis pas dans les conférences. Parfois, il y a une partie dans les séminaires, mais vous allez voir que c'est très différent. C'est très différent. On va beaucoup plus s'axer aujourd'hui sur des choses très pratiques que vous pouvez mettre en place. Puis d'ailleurs, vous verrez qu'à la fin, votre bonus, ça sera que je vais vous donner des devoirs. Donc, ne partez pas, vous aurez des devoirs, n'ayez pas peur, ça sera assez simple à faire. Alors, la première chose, c'est merci d'avoir répondu au sondage. Alors, je vous le lis, je mets mes lunettes. Il y a 38% des gens qui pensent que le monde de nos enfants va être meilleur que le nôtre. 46%, 46, 48, 46% qui va être pire que le nôtre et 15% qui ne savent pas. Et puis, il y a Béatrice qui nous a mis en message qu'elle, elle pensait que le monde allait être différent du nôtre. Alors moi, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que je crois que nos enfants vont vivre dans un monde qui va être à la fois meilleur que le nôtre, à la fois moins bien que le nôtre. Et je voudrais vous montrer également que ce monde arrive vers nous de plus en plus vite. De plus en plus vite, et j'ai même envie de rajouter de plus en plus fort. Et c'est pour ça que nous avons besoin des outils pour interagir avec ce monde. Moi, ça fait 25, 30 ans, ça dépend comment on compte, que je voyage autour du monde. J'ai fait mon premier tour du monde avec mon sac à dos il y a pratiquement 30 ans. Vision que l'Asie allait devenir un truc énorme. Alors, ça paraît être un peu idiot maintenant, mais il y a 30 ans, la Chine, c'était pas grand-chose, l'Inde, c'était pas grand-chose. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné mon premier livre, Asie, Business et les bonnes manières, et d'autres livres sur les Asiatiques. C'était ma première vision de futuriste, en quelque sorte, et l'Asie va devenir un truc énorme. On peut dire que pour l'instant, sur celle-là, je ne me suis pas trop trompé. Et puis, à 35 ans, je travaillais dans un grand groupe, et je me posais un certain nombre de questions. Je ne sais pas si c'était une crise de la quarantaine précoce, mais en particulier, je n'avais pas d'enfant à 35 ans, je n'en ai toujours pas. Et je me posais la question de, ça va être quoi ma legacy, mon héritage? Qu'est-ce que je vais laisser aux enfants, si ce n'est les miens, à ceux de mes amis, et puis aux enfants en général? Et j'avais déjà cette conscience très forte, peut-être ma deuxième vision de futuriste, que le monde était en train de vivre une transition absolument incroyable, un méga shift complètement hallucinant, et qu'on n'avait pas les outils pour comprendre cette transition, à la fois la comprendre et surtout pour agir, être acteur. Et du coup, j'ai quitté mon boulot et je me suis dit, voilà, ça va être ça ma mission. Je vais chercher les outils pour qu'on puisse agir dans ce monde en pleine transition. Alors, j'ai voyagé, je suis reparti. Bon, c'était un peu plus luxueux à l'époque, mais quand même, j'avais quitté mon boulot. Alors, il fallait économiser. J'avais plutôt un bon boulot avant. C'était un peu la folie de partir. Et j'ai voyagé un tour du monde chaque année. J'ai rencontré des milliers de gens, des gens super riches, des gens super pauvres, des gourous en Inde, des gourous dans la Silicon Valley. C'est pas les mêmes. Des activistes, des politiciens, des gens des forces spéciales, des détenus en prison pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait. Et puis plus je voyageais, moins je comprenais. Et c'était pire que ça même, c'est que ça devenait pénible et douloureux pour moi pour deux raisons essentiellement. D'abord, c'est que j'étais en situation d'échec. J'avais quitté mon job les années passées et je comprenais rien. Je n'étais pas capable de trouver ces outils que je voulais partager. Et la deuxième raison, c'est que plus on voyage, plus on rencontre des gens, et plus on est exposé à la souffrance du monde. Et je peux vous dire que le monde, de mon point de vue, est en très grande souffrance, y compris chez les plus riches d'ailleurs. Hein. Les gens sont perdus. Donc c'était terrible pour moi. Et puis,
Je me posais la question d'ailleurs, est-ce que je ne dois pas arrêter, reprendre un vrai travail, abandonner mon travail de futuriste, mon merveilleux travail de futuriste, comme l'a dit Philippe. Et puis, alors, certains d'entre vous le savent, j'ai une maison en Ardèche qui est plus une maison, c'est mon projet de maison résiliente. Et traditionnellement, au mois d'août, je voyage pas, je m'occupe de mon jardin potager bio et je fais des ratatouilles pour l'hiver. Et c'est vraiment au milieu de nulle part. Mon premier voisin est à 2 kilomètres. Et mon premier rendez-vous cette année-là, après mes 4 à 5 semaines de retraite en Ardèche, c'était Hong Kong. Et j'arrive à Hong Kong dans une espèce de choc psychologique, physique, de température. Et je regarde les gens dans la rue, les immeubles gigantesques. Et je me dis, le monde est fou, quoi. Enfin, même je me dis, moins poliment, mais là, on est complètement barré. On ne va pas y arriver. C'est le bordel, c'est le chaos. Et au moment où je me dis ça, il y a une sorte de petit déclic qui se passe dans la tête. Et je me dis, attends, moi je lis plus de 100 livres par an et beaucoup de livres sur la science, la philosophie, les religions et la spiritualité, qui sont un peu les principaux outils qu'on utilise pour comprendre le monde depuis des centaines ou des milliers d'années. Et donc je lis beaucoup de choses sur les derniers les trucs les plus avancés en termes scientifiques en particulier, à savoir les théories de la complexité et les théories du chaos. Et là, je me dis, attends, Bruno, si tu penses que le monde est devenu chaotique, est-ce que c'est le chaos du point de vue du bordel ou est-ce que c'est le chaos du point de vue scientifique et auquel cas on peut trouver des patterns et des outils? Et donc, j'ai fait mes devoirs, j'ai relu tout ce que j'avais lu sur le chaos, j'en ai lu beaucoup plus sur la complexité également, et je me suis dit, oui, le monde est devenu chaotique, c'est pour ça qu'il est de plus en plus incertain, et on peut faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ce que je voudrais partager avec vous. D'abord, je voudrais vous montrer ou vous rappeler pourquoi et comment le monde dans lequel nous vivons est devenu plus chaotique. Ensuite, on verra qu'est-ce que ça veut dire, le chaos. Et puis, la partie la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Les outils, comment être plus agile, comment garder son leadership dans ce monde de plus en plus incertain et de plus en plus chaotique. Alors, première chose, pourquoi et comment le monde est devenu chaotique? Il est devenu chaotique pour essentiellement 3 raisons. On peut en trouver d'autres, mais les 3 principales que je voudrais que vous reteniez, c'est le nombre, la connexion et la vitesse. Premièrement, le nombre. Il y a 150 ans, on était à peu près 1 milliard d'habitants sur Terre. Nos parents, nos grands-parents habitaient finalement dans un monde relativement vide comparé au nôtre. Aujourd'hui, nous sommes officiellement un peu plus de 7 milliards. Certains pensent qu'officieusement, nous sommes beaucoup plus que 8 milliards, peut-être même plus que 8 milliards et demi. Enfin, en tout état de cause, on est devenu beaucoup plus nombreux. Si vous regardez la courbe de l'évolution de la population, je ne sais pas si vous voyez ma main, mais c'est pendant des siècles et des siècles, c'est tout plat, tout plat, tout plat, tout plat. Et d'un seul coup, ça monte, ça explose. L'être humain est une sorte de virus dont l'épidémie se serait propagée au cours des dernières années ou au cours du dernier siècle. Et ça change tout. Pensez à l'endroit où vous habitez, pensez au lieu où vous travaillez habituellement, et que vous soyez tout seul ou que vous soyez 200, imaginez ce même lieu avec 7 fois plus de gens. Ben, ça changerait. Je ne dis pas que ça serait mieux, ça serait moins bien. Je dis que de toute évidence, votre monde ne serait pas le même. Première raison pour laquelle notre monde est devenu de plus en plus chaotique, c'est parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux. Si on veut faire un peu sérieux, comme dans les scientifiques, on parlerait de beaucoup plus d'agents. Nous n'avons jamais été autant d'agents. Deuxième raison, c'est la connexion. Nous n'avons jamais été autant connectés entre nous, on n'a jamais voyagé autant à la rencontre de l'autre, on est plus de la moitié de la population mondiale estimée qui habite en ville, donc on se rencontre toute la journée, même dans des interactions très très faibles, on croise des gens en permanence. Et puis bien évidemment, nous n'avons jamais été autant connectés dans le monde virtuel. Pratiquement la moitié de la population mondiale connectée à Internet, plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. C'est absolument sidérant. Nous sommes pratiquement tous connectés. Beaucoup plus d'agents, beaucoup plus connectés entre eux. Rien que ça réunit les conditions parfaites pour créer ce qu'on appelle
une situation chaotique. Et puis, il faut y rajouter quelque chose, c'est la vitesse. Souvent, lorsque je discute avec mes amis dans des dîners ou avec des gens que je ne connais pas, quand j'essaye d'expliquer, de montrer que nous vivons dans un monde qui est en pleine transition, les gens me disent, mais tu sais Bruno, c'est pas la première transition incroyable, tu rêves. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit, les gens qui croient que le monde change plus vite en ce moment, en fait, c'est parce qu'ils sont devenus vieux et du coup, ils comprennent plus ce qui leur arrive. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça et je voudrais le prouver en quelques mots. Si vous regardez des transitions parmi les plus grandes, on va en trouver d'autres, qui se sont passées à l'échelle de l'humanité, on va voir que les choses s'accélèrent. Et j'insiste, nos parents, nos grands-parents ont vécu des transitions incroyables, des guerres invraisemblables, selon les pays où ils vivaient, des révolutions, des famines, des migrations incroyables. Donc oui, il y a eu des transitions incroyables. Ce que nous vivons, la différence, c'est deux mots, l'échelle et la vitesse. La vitesse. Les plus grandes transitions dont je veux vous parler, c'est par exemple la transition de lorsque nous étions chasseurs-cueilleurs, qu'on vivait en quelques tribus de 150 personnes au plus, la plupart 40 personnes, autant qu'on le sache. La transition de la chasse-cueillette à l'agriculture-élevage s'est fait en milliers d'années. On peut discuter combien de milliers d'années, mais l'unité de grandeur, ce sont des milliers d'années. La seconde grande transition, et ce sont des transitions cataclysmiques, passer de l'agriculture-élevage, la prochaine, c'est l'industrie-commerce, ça change tout. Là, pour le coup, on va en ville, on n'habite plus dans les campagnes, ça change les relations amoureuses, la manière dont on se marie, le pouvoir, ça change tout. Et là, cette transition de l'agriculture-élevage à l'industrie, au commerce, s'est passée en centaines d'années. Là aussi, on peut discuter, est-ce que c'est 150, 300 ans, peu importe. On passe de milliers d'années à des centaines d'années. Et puis là, la transition que nous vivons maintenant, alors appelez-la la transition vers le monde Internet, le monde de la communication, de l'information, j'espère un jour de la sagesse, se passe en dizaines d'années, c'est-à-dire l'échelle d'une vie. Et pour le coup, nous n'avons plus le temps de nous adapter, les choses vont trop vite. On n'a pas le temps. Ce que je vais appeler le système à partir de maintenant, c'est-à-dire le système, c'est vous, moi, on fait un système. Nous tous qui sommes connectés pour ce webinaire, on fait un système. Votre famille, votre entreprise, votre pays, l'humanité, c'est un système. Le système n'a plus le temps de s'adapter. Nous n'avons jamais été aussi nombreux. Nous n'avons jamais été autant connectés les uns aux autres, beaucoup plus d'agents, pratiquement tous connectés. Et en plus, le système va de plus en plus vite. Nous n'avons plus le temps de nous adapter. Ces trois choses constituent le scénario parfait, non pas pour la tempête parfaite, mais pour une situation chaotique. Alors, j'ai déjà parlé plusieurs fois de chaos, où j'ai utilisé le terme chaotique. Ce que je voudrais, si Philippe est d'accord, c'est qu'on lance notre deuxième sondage pour vous demander, alors, le chaos, pour vous, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que vous pensez du chaos? Alors Philippe, si c'est OK, je veux bien que tu lances. Voilà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Ou les deux? Alors, je vous laisse quelques minutes pour répondre à ce petit sondage. Moi, j'espère que les réponses seront un peu chaotiques. Ouais, j'en profite pour dire bonjour à ceux à qui je n'ai pas encore dit bonjour. Élise, Azem, Jacques, Joël, je crois que je n'avais pas dit bonjour, Laurent, ou peut-être un autre Laurent, Nat, Sébastien, Xavier. Alors j'en profite pour boire un coup. Allez, on va partager les résultats, même si on dirait qu'une tendance se dessine. Les deux. Et oui, je vous ai eu le premier coup là avec ce que le monde va être de mieux en mieux. Je peux pas vous revoir la deuxième fois. Alors, effectivement, c'est les deux et surtout, je voudrais vous montrer que c'est une situation chaotique, un monde chaotique. Le chaos, ça peut être des mauvaises nouvelles ou
des très bonnes nouvelles. Alors le chaos, c'est quoi? Eh bien, le chaos, c'est un état. C'est l'état d'un système. Un système, je vous rappelle, c'est un ensemble de choses. L'état, c'est comme l'eau, par exemple. L'eau peut être liquide, elle peut être solide ou elle peut être gazeuse. De toute évidence, on ne va pas interagir de la même manière avec l'eau selon l'état dans lequel elle est. Si elle est liquide, on va faire comme je viens de le faire, on va la boire. Glace, ça va être pour l'apéro. Eh bien, un système peut également avoir plusieurs états. Premier état, il est à l'équilibre. Si tout va bien, vous êtes assis sur votre chaise ou par terre, sur votre lit, je ne sais pas, et vous êtes à peu près à l'équilibre. Si je viens vous pousser, et d'ailleurs, probablement, même si je ne viens pas vous pousser, probablement qu'en fait, vous oscillez un petit peu, vous bougez un petit peu, mais jamais sans trop vous éloigner de l'équilibre. La situation, on va dire, reste sous contrôle. C'est un petit peu comme un thermostat. Si vous avez, selon là où vous habitez en ce moment, je ne sais pas s'il fait chaud ou s'il fait froid, mais on va dire qu'il fait froid. Donc, selon la température qu'il fait, le thermostat va mettre le chauffage. S'il fait trop chaud, il va arrêter le chauffage. S'il fait trop froid, il remet le chauffage. Il contrôle la température qui oscille, jamais trop loin, si possible, si le thermostat marche bien, de l'équilibre. Alors, notre cerveau, tout ce qu'on a appris à l'école, et il n'y a pas besoin de faire des études très poussées pour ça, on est parfaitement adapté à comprendre et à interagir avec un système à l'équilibre ou, dans la plupart des cas, proche de l'équilibre, qui ne s'éloigne pas trop de l'équilibre. Eh bien, ce que nous disent les théories du chaos, c'est que dans certains cas, pas dans tous les cas, dans certains cas, le système peut sortir complètement de l'équilibre après ce qu'on appelle le point de déclenchement en français. C'est plus connu sous son nom anglais de tipping point. Après le tipping point, le système peut sortir de l'équilibre et là, il ne reviendra jamais à l'équilibre précédent. Il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'auto-amplification, c'est-à-dire que le thermostat est cassé, quoi. Le thermostat est devenu complètement fou. Plus il fait chaud, plus il met le chauffage. Il fait encore plus chaud, il remet encore plus de chauffage. Le thermostat est cassé, les phénomènes s'auto-amplifient. Eh bien, je crois que dans certains domaines, pas dans tous les domaines, hein, encore une fois, pour étudier comment vous êtes assis sur votre chaise, il n'y a pas besoin des théories du chaos. Maintenant, pour étudier certains phénomènes de groupe, en particulier au niveau de nos sociétés, pour les raisons que j'ai évoquées, augmentation du nombre, connexion, augmentation de la vitesse, nous avons dépassé ce tipping point. Encore une fois, j'insiste pas dans tous les domaines, mais dans de nombreux domaines, et je voudrais vous donner un ou deux exemples. Je peux dire, par exemple, plus on est sur Internet, plus on est sur Internet. Si on n'est que nous tous là sur Internet, ok, c'est sympa. On va peut-être attirer quelques-uns de nos amis à nous rejoindre sur Internet pour faire un webinaire de temps en temps organisé par Philippe. Enfin bon, il n'y a pas grand monde qui va venir. Si on est 2 milliards, 3 milliards, bientôt plus de 3 milliards et demi, et bientôt, Dieu sait combien, sur Internet, là, ben, tout le monde veut venir. Je peux dire que plus on est sur Internet, plus on est sur Internet. Je pourrais dire également, plus on est sur Facebook, plus on est sur Facebook, etc. Il y a des phénomènes d'auto-amplification. Je vais vous donner un deuxième exemple, c'est les crises. Une crise, avant on parlait de crise cyclique. Hein. Oh ben ça va revenir. Hein. Et d'ailleurs, il y a encore des crises dans certains domaines qu'on peut analyser et qualifier de cycliques. Et il y a de nouveaux types de crises. Également, on parle de polycrise, on parle souvent de crise systémique. Une crise financière peut entraîner une crise économique, qui elle-même peut entraîner une crise sociale, qui elle-même peut entraîner une crise politique, qui elle-même peut entraîner une nouvelle crise sociale, etc., etc. La crise s'auto-amplifie. Encore une fois, les choses sont sorties de leur contrôle. Je peux dire également que dans un monde chaotique, plus on est riche, plus on est riche. Plus on est pauvre, plus on est pauvre. Plus on est à droite, plus on devient à droite. Plus on est à gauche, plus on devient à gauche. Pour ça, il ne faut pas que j'en parle parce que ça devient plus polémique. Les choses s'auto-amplifient. Alors, la question importante, avant qu'on voit qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'étape d'après? Équilibre, on n'oscille pas trop loin de l'équilibre, les choses restent sous contrôle. Tipping point, d'un seul coup, les choses sortent de leur contrôle, s'auto-amplifient. Et là, qu'est-ce qui peut se passer après? Les théories du chaos nous disent qu'il peut se passer deux choses. Il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Alors, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Comme ça, on pourra
terminer et surtout passer du temps sur la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le système peut s'effondrer. Deuxième principe de la thermodynamique, où le monde, tout redeviendra poussière, le système s'écroule, ou l'entropie, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Alors, les choses peuvent s'écrouler. Regardez autour de vous le nombre d'entreprises qui se sont écroulées ou qui sont sur un très mauvais chemin autour de nous, même au niveau de l'humanité ou d'une petite partie de l'humanité. Les civilisations se sont éteintes. On pense que la première ville à avoir atteint 1 million d'habitants, autant qu'on le sache, il y a peut-être des civilisations qui ne sont pas documentées, qu'on ne connaît pas, mais autant qu'on le sache, on pense que c'est Rome. Alors vous imaginez, 1 million d'habitants, le niveau de complexité qu'il fallait avoir atteint pour nourrir, transporter, etc., pour 1 million d'habitants, c'est énorme. On estime que quand Rome s'est effondrée, en à peu près une cinquantaine d'années, la population de Rome est passée de 1 million d'habitants à peu près 50 000. Quand ça s'écroule, ça s'écroule. Alors le truc, c'est qu'à l'époque, ça a quand même pris 50 ans et c'était resté assez local finalement. Même si l'Empire romain était un truc énorme, on peut imaginer que ça a assez peu influencé les Chinois, par exemple. Aujourd'hui, je crains que s'il y avait un effondrement du même type, 1, ça ne prendrait pas 50 ans, 2, ça ne serait pas local, ça affecterait la planète entière. Alors ça, c'était les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que les théories du chaos nous disent qu'il peut y avoir également, après cette phase chaotique, une émergence de l'ordre qui émerge du désordre. Un nouveau système, un nouvel équilibre, toujours plus complexe que le précédent, peut émerger. Les théories du chaos nous disent que nous pourrions vivre dans un monde à 7 milliards, 8 milliards, 10 milliards peut-être de personnes sur Terre. Nous pourrions vivre en harmonie, nos enfants pourraient avoir accès à l'éducation, une bonne éducation, faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, avoir accès à des conditions d'hygiène acceptables, de la nourriture en quantité et en qualité suffisante. C'est possible. C'est possible. D'après les théories du chaos. Alors vous pourriez me dire, ouais, Bruno, il est gentil, son petit côté un peu futuriste, rêveur, le moine futuriste. Oui, sauf que c'est comme ça que tout s'est passé jusqu'à maintenant. Alors oui, on voit bien les choses qui s'écroulent autour de nous, et on fait moins attention aux choses qui ont émergé. Nous sommes le résultat, par exemple, le vivant, vous et moi, sommes le résultat de ces émergences successives vers des niveaux de complexité de plus en plus importants. De l'atome vers la molécule, vers la cellule vivante, vers les organismes multicellulaires, vers ce que certains croient être l'état le plus avancé de la complexité, à savoir l'être humain, ce qui est hautement discutable, bien évidemment. Nous sommes le résultat de cette évolution de complexité. Moi, ma vie se résume à ça aujourd'hui, c'est de convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus que nous sommes à ce stade-là, proche de l'effondrement dans certains domaines et proche d'une émergence absolument incroyable. Je suis vraiment convaincu que quand les historiens, s'il y a encore des historiens dans 20 ans ou dans 2000 ans, quand ils regarderont cette époque, je suis convaincu qu'ils la trouveront absolument incroyable de par les phénomènes qui se passent, en tout cas de par leur échelle et de par leur rapidité. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter l'effondrement dans sa vie personnelle? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter l'effondrement dans ses communautés, dans l'humanité, pour ceux qui ont une vision de l'ensemble de la planète et qui se sentent concernés par l'ensemble de la planète? Qu'est-ce qu'on fait pour à la fois traverser cette zone chaotique, avec des hauts et des bas qui s'auto-amplifient, donc ce que je vais appeler après des crises, et puis comment on peut chercher à favoriser l'émergence. Alors dans les théories du chaos, on ne peut pas prévoir, les choses sont imprévisibles. Maintenant, la plupart des études dans la science du chaos de la complexité se font sur des choses avec des niveaux de conscience assez faibles. Par exemple, des choses mécaniques ou des bactéries, par exemple. Alors, on peut discuter du niveau de conscience de la bactérie, mais on va dire qu'entre nous ce soir, je vais vous accorder l'espoir que vous avez un niveau de conscience et de complexité plus élevé que la bactérie. Je sais que ça peut être discutable, mais
on va se donner ça comme présupposé. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement des petites pierres dans un univers chaotique ou des petites bactéries. Nous avons, je crois, la possibilité d'être conscients de ce qui nous arrive et donc de faire le choix, si nous le souhaitons, d'être acteurs. Alors, quoi faire? Eh bien, la première chose, c'est être conscient et accepter, embrasser et se dire, OK, c'est une phase incroyable dans ma vie, pour moi, pour les gens que j'aime et puis pour les gens avec qui j'interagis d'une manière plus large. Alors, je voudrais vous donner quelques outils et puis après, comme ça, on pourra lancer les interactions et je pourrais peut-être en reprendre quelques-uns ou en détailler. La première chose, c'est décider d'où on va. Dans les théories du chaos, il y a un truc qui s'appelle les attracteurs étranges. Alors, vous n'êtes pas obligé de retenir ça, mais c'est peut-être un des trucs les plus poétiques. C'est un truc dont je ne parle jamais dans mes conférences. Donc, tous ceux qui m'ont déjà vu en conférence, en séminaire, n'ont jamais, je pense, m'ont jamais entendu parler de ça. Un attracteur étrange, c'est quelque chose qui dit dans les théories du chaos que quand tout bouge, en fait, et qu'on ne sait pas où ça va, ça paraît imprévisible, ça paraît totalement désordonné, et bien en fait, sous-jacent, il y a un ordre. Il y a un ordre. Eh bien, cet attracteur étrange, c'est l'intention que vous voulez mettre dans votre vie personnelle, dans votre entreprise, ou dans votre organisation, dans votre association, dans votre famille. C'est choisir consciemment où est-ce que vous voulez aller. Je prends aussi comme comparaison un peu, c'est votre mer, au sens, pas de père et mère, mais au sens de votre mer de l'océan. Si vous habitez comme moi en Ardèche, pas très loin du Rhône, le Rhône, il se jette dans la Méditerranée. Et il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années. Et puis au cours des années, il a dérivé un peu son cours. La main de l'homme est même venue intervenir, a fait des endroits, il y a des canaux. Puis il y a des, comme je l'ai dit, des bonnes années, il y a peut-être des années avec des crues, des années avec des sécheresses. Mais quoi qu'il arrive, il va se jeter dans la mer. Il ne sait pas trop comment. En tout cas, au départ, il ne savait pas trop comment. Et puis, il sait s'adapter, mais il sait qu'il va dans la mer. Autre comparaison que je pourrais prendre, c'est que vous êtes en pleine mer dans une tempête. C'est un peu le bordel, hein, pour le coup, quand vous regardez. C'est le chaos. Et vous avez cette intention. Ce que je vous invite à faire, premier exercice, c'est déterminer quel est votre attracteur étrange. Quel est votre rêve? Et là, on verra tout à l'heure que le contrôle ne marche pas, hein, le thermostat est cassé. Donc, ce n'est pas un objectif. Un objectif, c'est le truc précis. À 40 ans, je veux, alors je ne sais pas, tous les jeunes maintenant, ils veulent avoir 10 millions d'euros, enfin non, les jeunes start-upers, pardon, pas tous les jeunes. Moi je vous parle plus de, alors avant que je parlais de vision, alors le truc c'est que dans les boîtes maintenant, si vous travaillez dans une grande organisation, dans une grande entreprise, la vision c'est faire plus 5,5% de chiffre d'affaires, donc non, c'est pas ça une vision. Maintenant, je parlerai plutôt d'un rêve. C'est quoi votre rêve? De quoi vous rêvez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, selon votre âge? De quoi vous rêvez? Eh bien, ce rêve, marquez-le. Marquez-le sur une feuille de papier, marquez-le sur une feuille de papier électronique dans votre téléphone ou votre ordinateur et lisez-le tous les matins. Formulez-le de manière positive, hein, ne marquez pas « je ne veux pas continuer à habiter à Paris » par exemple. Non, ça c'est pas bon. Ça, vous risquez de faire que ça se produise. Non, formulez-le de manière positive. Là, je veux avoir une maison au bord de la mer, avec vue sur la mer. Marquez-le et lisez-le tous les matins. Lisez-le tous les matins. Vous allez, alors, si vous croyez, vous n'avez pas besoin de croire aux théories du chaos, aux attracteurs étranges. Hein. Si vous êtes religieux, vous pouvez prier et peut-être que Dieu va faire que ça se produise. Si vous croyez aux forces de l'univers et aux lois de l'attraction, c'est prouvé aussi que ça marche. Et du point de vue scientifique, ça va créer votre attracteur étrange. C'est-à-dire que les micro-décisions que vous allez prendre dans la journée, de manière parfois consciente et souvent de manière inconsciente, eh bien, vont en quelque sorte vous guider dans cette tempête et dans ce monde chaotique. Première chose, trouvez votre attracteur étrange, trouvez vers quelle mer, quel océan vous souhaitez vous diriger. Ayez une vision au sens de rêve le plus ambitieux et toujours formulé de manière positive et lisez-le tous les jours. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Deuxième conseil que je voudrais vous donner,
c'est de penser moins en termes de contrôle. Nous, on pense beaucoup en termes de contrôle. Je vais vous donner des exemples. Pourquoi ? Parce qu'on a été habitués à vivre, en tout cas, les gens qui nous ont appris à vivre, nous ont enseigné, nos parents qui ont transmis leur savoir et nos enseignants nous ont appris, ce qu'eux-mêmes ont appris à vivre dans un monde relativement à l'équilibre, en fait oscillant, pas trop loin de l'équilibre. Et donc, dans un monde à l'équilibre ou proche de l'équilibre, le contrôle marche. Moi, par exemple, je me souviens quand j'ai quitté mon travail et que j'ai commencé à faire mes tours du monde, il fallait quand même que je trouve des gens qui veulent bien me donner un petit peu d'argent pour payer mon appartement qui n'était pas payé. Celui où je suis, là, que vous voyez derrière moi, c'est à Paris, là, je ne suis pas en Ardèche aujourd'hui. Et moi, je suis passionné par la musique. C'est une de mes grandes passions. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver des clients dans l'industrie musicale. Je pourrais peut-être rencontrer des artistes, des rockstars, des chanteurs de rap. Et donc, j'ai interagi avec des gens qui avaient des labels, des maisons de production de disques. À l'époque, la musique, c'était les CD à l'époque. Et c'était aussi, à l'époque, le début du téléchargement, ce qu'on appelle le peer-to-peer, downloader la musique gratuitement. Et là, moi, je leur disais, mais attendez, là, c'est un truc énorme là, qui est en train de se passer. Ça va totalement transformer, je n'osais pas leur dire, détruire votre industrie. Et alors, ils me répondaient, ah mais non, Bruno, ne t'inquiète pas, on va contrôler. On va mettre des digital rights management qui vont contrôler tout ça. On va poursuivre en justice nos clients qui trichent. Ce qui, du point de vue marketing, est une idée assez innovante. Alors évidemment, aujourd'hui, on connaît le résultat. L'industrie du CD s'est effondrée. En 5 ans, le chiffre d'affaires a baissé de 70%. Vous imaginez ? Effondrement, comme Rome. Combien d'entreprises aujourd'hui s'effondrent ? Le contrôle ne marche pas. Je vais vous donner un ou deux autres exemples. Par exemple, le management par objectif individuel. Alors, dans le monde d'avant, on se réunit avec son chef, si on en a un, avec son collaborateur, si on en a un ou plusieurs, on se met d'accord sur les objectifs et on se revoit 1 an plus tard, ou 6 mois, 1 an plus tard, on va dire, et alors on regarde, ok, c'est bon, tu as bien en tête tes objectifs, hop, une petite tape sur l'épaule ou un petit bonus. Alors ça marche quand le monde ne change pas trop, mais quand le monde change complètement, radicalement, tous les 3 mois, votre entreprise a été rachetée, ou vous en avez racheté une. D'ailleurs, votre chef, il a disparu. Vous en avez un autre à la place. Enfin, tout a changé, la réglementation, tout a changé. Vos objectifs n'ont plus aucun sens. Vous avez perdu votre temps. Ça ne sert à rien. Le contrôle ne marche pas. Ce qu'il va falloir faire, je vous invite à penser en termes de ce que j'appelle de la régulation. Donc, moins de process de contrôle, beaucoup plus de process de régulation. C'est quoi ? Par exemple, dans le cas de mon management par objectif, on va laisser tomber ça et puis on va mettre par exemple en place des mentors, un système de mentoring pour parler français comme il faut, ou encore, toujours en français, de coaching. C'est-à-dire qu'à temps égal, à investissement égal, on va faire quelque chose qui va accompagner son propre développement ou le développement de son collaborateur. Je vais prendre un autre exemple. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y a un certain temps, il n'y avait pas de mail. Et donc, moi, j'avais appris, quand j'ai fait mon MBA, il y avait déjà des trucs de management du temps. Et donc, le truc, c'est en termes d'efficacité, le soir, tu ne quittes pas ton bureau sans que ta boîte d'arrivée, ce qu'on appelle aujourd'hui la inbox, ta boîte d'arrivée, alors qui était un truc en métal, où on mettait les vraies enveloppes dedans, tu ne quittes pas ton bureau tant que ta boîte n'est pas vide. Ça, c'est le contrôle. Et notez bien, quand vous recevez 5, 10, allez même les grands jours, 20 enveloppes, vous arrivez plus ou moins à traiter le truc. Alors moi qui suis assez dans le contrôle, qui l'était, ingénieur, un peu cartésien, j'étais assez bon à ça. J'étais assez bon et du coup, j'étais assez efficace. Alors le problème, c'est que quand vous avez plus 20 enveloppes qui arrivent, mais 20 mails, puis 50, puis 100 auxquels vous rajoutez vos messages Facebook, WhatsApp, Signal, que sais-je encore, on n'y arrive plus. Et alors moi, j'ai vu mon niveau d'efficacité baisser, mon niveau de frustration augmenter, parce que j'y arrivais pas. Le soir, je me couchais, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas traité tel mail, j'ai oublié celui-là. Ça ne marche plus. Je vais partager avec vous un des processus de régulation qui a probablement le plus changé ma vie au cours des 2 dernières années. Attention, accrochez-vous, je sais que ça va en choquer certains. Je ne regarde jamais mes mails avant 11h du matin.
heure locale, où que je sois dans le monde. Alors, on pourrait réfléchir ensemble, et si vous me posez la question, j'y répondrai. Regardez pourquoi c'est une bonne idée de ne pas regarder ces mails. Il y a plein de bonnes raisons, ça a été expliqué. Rien qu'une, vous ne laissez pas prendre pas de quelqu'un d'autre décider de vos priorités. Parce que si vous regardez vos mails, c'est les autres qui décident de vos priorités. Et ce n'est pas ça le point important. Le point important, c'est d'essayer. Un processus de régulation, ça peut être par exemple de méditer tous les jours, si vous méditez, de faire du sport, si vous faites du sport tous les jours. Ça peut être de ne plus faire de réunions assis dans son entreprise, de ne plus faire que des réunions debout. Ça peut être de faire comme Google en Belgique, par exemple, à Bruxelles. Ils ne font plus de réunions de plus de 30 minutes. Au bout de 25 minutes, il y a le gardien du temps qui dit « ça fait 25 minutes, il nous reste 3 minutes et après c'est fini ». Et à 30 minutes, ils arrêtent. Hein. C'est impossible de faire autrement. Des processus de régulation. Je voudrais vous en donner un ou deux que j'utilise moi dans ma vie. Par exemple, à chaque fois que je me pose la question de est-ce que je fais ça ou ça, j'essaie de réfléchir en termes de « et ». Le monde d'avant, c'est où? Il fait froid, je mets le chauffage. Il fait froid, non, c'est l'inverse. Il fait froid, je mets le chauffage. Il fait chaud, j'arrête le chauffage. Et donc, on décide ce qu'on fait. Là, les choses s'auto-amplifient des deux côtés. À un moment, c'est très fort, à un moment, c'est très bas, ce qui fait que finalement, ça va tellement vite que c'est les deux en même temps. On est dans le monde du « et ». Alors, je vous accorde qu'il est difficile, peut-être si vous voulez partir demain en vacances, vous pouvez difficilement partir au ski et à la mer. Alors moi, j'ai observé que d'abord, il y a plein de cas où finalement la réponse, c'est on peut faire les deux. Je sais pas, vous êtes en réunion, vous avez deux collègues qui se battent pour deux solutions différentes, voire opposées, et bien, vous leur dites, attends, toi, t'y crois ta solution, essaye-la pendant 1 mois, pendant 3 mois, toi, essaye la tienne, pareil, et puis on se revoit dans 3 mois. Encore une fois, il y a des cas où c'est pas possible. Les cas où c'est possible, faites-le. J'observe que même dans les cas où c'est pas possible de faire les deux, d'aller au ski et à la mer en même temps, eh bien, le fait de se poser la question en termes de « et » vient ouvrir souvent le champ des possibles et on trouve des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Processus de régulation, moins de « ou », beaucoup plus de « et ». Dans la même catégorie, à chaque fois que je veux dire « oui, mais », je me l'interdis. Et à la place, je cherche à dire « oui, et ». Oui, mais, en logique pour les ingénieurs, oui, mais c'est équivalent à non parce que. Donc, votre interlocuteur entend ou ressent inconsciemment que vous lui dites non. Ça ne va pas faire avancer la discussion. Oui, et on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de dire à quelqu'un, oui, j'entends ton point de vue et je ne suis pas absolument pas d'accord et c'est important pour moi qu'on en discute et je suis convaincu qu'on va trouver une solution. Et là, ça change tout. Voilà, mon point, c'est... Et ça va être dans vos devoirs également. Le premier, c'est de trouver votre attracteur étrange, votre rêve. Le deuxième, c'est choisissez un processus de régulation que vous n'utilisez pas. Aujourd'hui, discutez avec votre entourage ou, tiens, je vous pose la question, mettez-nous dans les commentaires des petits, je dis toujours petits, c'est pas pour affaiblir le truc, c'est parce que c'est des trucs faciles à mettre en œuvre. Ça serait super sympa que vous échangiez avec les autres, si vous l'acceptez, des processus de dérégulation que vous utilisez déjà dans votre vie. Et je vous invite à piquer les processus de régulation des autres. Moi, je vous donnerai quelques idées dans les bonus. Il y aura des bonus si vous restez jusqu'à la fin. Choisissez-en un et essayez-le pendant une semaine. Et puis, vous verrez bien si pour vous, ça marche ou pas. Première chose, un attracteur étrange. Oui, vas-y, Philippe. Si vous voulez partager dans le chat, vous pouvez faire en sorte que votre message soit envoyé à tout le monde et pas uniquement à Bruno et à moi. C'est ainsi que tout le monde le verra. Il y a un petit menu qui permet de le choisir. Voilà, toi, Bruno. Première chose, ayez un attracteur étrange. Traduisez ça par ayez un rêve formulé de manière positive que vous lisez tous les matins. Moins de contrôle, plus ce que j'appelle de la régulation. J'ai pris l'exemple, moins de management par objectif, du mentoring ou du coaching à la place, ne pas regarder ses mails avant 11h ou 10h ou 3h de l'après-midi, j'en sais rien. Trouvez ce qui est adaptable pour vous. Ne les regarder par exemple que 3 fois par jour également ou 1 fois par semaine, si c'est réaliste dans votre cas. Trouvez les régulations qui sont réalistes. Choisissez-en une, plutôt que 10. Choisissez-en une et essayez-la. Troisième chose que je voudrais partager avec vous, c'est quand je fais des conférences, alors des fois il y a des questions-réponses, on a un peu le temps de répondre et puis
À la fin, des fois, il y a des gens qui viennent vous voir, et là, des fois, il y a plein de gens, donc faut répondre rapidement, parce qu'il y a une sorte de queue, de file d'attente qui vous attend, donc vous voulez être gentil avec tout le monde. Et alors, souvent, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, Bruno, moi, j'ai des enfants, et je voudrais que vous me disiez, c'est quoi, dans ce monde chaotique, dans ce monde de plus en plus incertain, le truc le plus important pour mes enfants? Alors, évidemment, il y a plein de choses, mais comme j'ai que quelques minutes, eh bien, je partage les deux plus importants. Et le premier, c'est il faut apprendre à traiter un volume de plus en plus important qui explose d'informations. Et ça, on n'a pas appris. Il va falloir être capable de surfer sur l'information. Et je voudrais vous donner quelques trucs que vous pouvez utiliser. Notez bien que la plupart, ça va aussi être des processus de régulation. Donc, vous avez le droit de les voler là également. Par exemple, alors c'est peut-être le truc le plus important dans cette explosion d'informations. En fait, on parle d'économie de l'attention. C'est-à-dire que tout est fait pour piquer, pour voler votre attention. Facebook embauche les plus grands spécialistes, les plus grands psychologiques, les plus grands spécialistes des neurosciences qui sont payés des fortunes simplement pour designer l'outil Facebook pour qu'une fois que vous avez commencé à regarder, vous ne pouvez plus vous arrêter. Et pensez, pour ceux d'entre vous qui utilisent Facebook, pensez à la dernière fois où vous l'avez fait. Pour ceux qui n'utilisent pas Facebook et qui regardent encore la télé, pensez à la fin de vos séries télévisées favorites. Comment c'est totalement addictif et comment, dès que le numéro du jour est terminé, hop, vous n'en pouvez plus, c'est difficile d'attendre la semaine suivante. Et d'ailleurs, pour le coup, vous ne l'attendez pas en général, vous allez downloader sur Netflix ou je ne sais trop pas. Tout est fait pour piquer votre attention. Premier outil, désactiver la totalité ou la quasi-totalité des notifications sur vos téléphones, sur votre ordinateur. C'est le premier truc que vous pouvez faire. Moi, j'ai désactivé la quasi-totalité des notifications. C'est que mon téléphone, si vous m'appelez, sonne. J'ai gardé les textes, les messages. Je crois que j'ai gardé WhatsApp. Tout le reste, ça ne sonne pas. Vous n'imaginez pas le nombre de notifications qu'on peut recevoir. Tout ça n'a que pour but de vous piquer votre attention, de vous éloigner de votre rêve. Désactivez toutes les notifications. Je voudrais également vous dire la deuxième chose que je réponds et qui est liée également à ça, aux gens. Donc, la première chose qu'ils me demandent pour mes enfants, qui est tout le plus important, la première chose, c'est apprenez à traiter cette masse inimaginable d'informations. Et je pourrais pousser plus loin, c'est comment à la fois apprendre à surfer sur l'information, à zapper des choses très très rapides et vous vous souvenez qu'on n'est plus dans le ou, hein, on est dans le et apprendre ou réapprendre à lire des choses très lentes. Il faut réapprendre à lire des bouquins de 800 pages, quoi. Surtout si vous êtes jeune. C'est ça le truc important. La deuxième chose, c'est, je dis toujours, il faut apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre et apprendre à réapprendre. La plupart d'entre nous, si vous avez plus de 30 ans, si vous avez fait des études un petit peu, vous avez appris à apprendre, probablement. Par contre, personne ne nous a appris à désapprendre. Et oui, et c'est super important aujourd'hui parce que dans ce monde chaotique, dans ce monde incertain, ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui ou ne le sera plus demain. Il faut apprendre à désapprendre et du coup, à réapprendre. Alors avant qu'on passe aux questions, je voudrais donner encore un ou deux outils ou un bonus. La première chose, le premier bonus que je voudrais vous donner, c'est comment décider en situation incertaine. Parce que le monde est de plus en plus chaotique, il est de plus en plus incertain. Je pourrais dire la même phrase exactement inversement. Parce qu'il est de plus en plus incertain, il est de plus en plus chaotique. On se retrouve de plus en plus à devoir prendre des décisions avec ce que j'appelle les cartes qui ne s'appliquent plus. C'est-à-dire tout ce qu'on a appris ne s'applique plus. Alors que faire dans ces cas-là? Eh bien, il faut apprendre de la nature à être plus résilient. La nature, le vivant, a finalement... c'est pas mal démerdé, quoi, au cours des milliers ou des millions d'années précédents, à vivre dans des situations extrêmement chaotiques. Eh bien, une chose que fait le vivant pour être plus résilient, c'est d'être capable de décentraliser la prise de décision. Alors, si vous êtes dans une entreprise, surtout si vous dirigez une équipe ou une entreprise, faites en sorte que les décisions soient prises le plus proche, le plus près possible de là où elles doivent être prises, c'est-à-dire au niveau le plus bas. On parle de subsidiarité. Et au-delà de ça,
En fait, le truc, c'est qu'un jour, j'ai expliqué ça dans une conférence, qu'il faut décentraliser la prise de décision. Et puis, il y a un monsieur, je me souviens, qui lève la main et puis il dit, c'est sympa votre truc, mais moi, je suis tout seul dans mon entreprise. Alors, comment je fais pour me décentraliser? Alors là, je me dis, ah ben Bruno, t'es pas dans la merde là, avec ton histoire. Et puis en même temps, je réfléchis, je me dis, mais tu sais, c'est vachement intéressant ce qu'il me dit, parce que moi, Bruno, je suis tout seul dans mon entreprise de moine futuriste. J'ai personne pratiquement. J'interagis avec plein de gens, mais il y a plein de décisions où je suis face à moi-même. Eh bien, les neurosciences, j'adore quand je dis ça, parce que vous savez, c'est pour ceux d'entre vous qui regardent les TED, il y a toujours un moment où le gars, où la personne vous dit, les neurosciences nous disent, eh bien, les neurosciences nous disent que nous n'avons pas un cerveau, nous en avons probablement deux et même très certainement trois. On a notre cerveau analytique qui analyse les faits, qui fait des stratégies, des scénarios. Nous avons également au niveau du cœur le cerveau émotionnel. Et puis au niveau du ventre, alors les plus spirituels d'entre vous, vous parlerez des chakras, hein. Au niveau du ventre, nous avons les tripes, ce que les Anglais appellent le gut feeling, ce que je vais appeler l'intuition. Eh bien, dans ce monde chaotique, paradoxalement, il va falloir peut-être écouter moins les faits, oui, parce que les faits, ils sont chaotiques, ils parlent dans tous les sens, et être capable de réécouter notre émotion et notre intuition. Je vais prendre un exemple. Moi, parfois, je sais pas, on me propose de bosser sur un projet, un autre expert, un autre consultant, un autre futuriste, il me dit « Attends, j'ai un super projet avec une boîte, un truc énorme, ou une organisation internationale. » Eh bien, j'écoute les faits. Combien de temps ça va me prendre? Combien ça va me rapporter? Ou peut-être que c'est une bonne cause, ça ne va rien me rapporter. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que je risque? Les faits. Et en général, moi, je vous ai dit que j'étais ingénieur, je suis assez bon à ça, quoi. J'ai appris personnellement à réécouter mon cœur. Ce gars-là, là, cette femme-là, est-ce que j'ai envie de bosser avec? Est-ce que affectivement, émotionnellement, relationnellement, ça passe bien? Et puis, j'écoute mon instinct, mon estomac. Quelle est mon intuition? Ah, je ne sais pas du tout, mais alors je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, je ne le sens pas du tout. Je le sens pas. Elle est sympa, les datas, les faits sont super bons, mais je ne le sens pas du tout. Alors, souvent, mes cerveaux ne sont pas d'accord entre eux. Hein. Ben voilà, faut discuter avec soi-même. Auto-décentralisez-vous. Apprenez à écouter vos trois cerveaux. Apprenez à vous décentraliser. Dernier point que je voudrais vous dire, et ça va être ma conclusion, avant qu'on échange, bien évidemment. Il y aura une conclusion après vos questions. Souvent, quand je raconte tout ça, alors les gens qui sont tout seuls dans des toutes petites entreprises, ils me disent « c'est sympa, mais tu sais, moi, je suis tout petit dans ce monde chaotique, je suis comme une coquille de noix qui se balance dans la tempête, je peux rien faire. » Et puis, il y a les gens qui bossent dans d'énormes organisations qui disent « Non, mais Bruno, je peux rien faire, moi. Dans ma boîte ou dans mon association, on est des milliers, des dizaines de milliers, je peux rien faire. » Alors, ça, c'était vrai dans le monde d'avant, dans le monde linéaire, dans ce que j'appelle le monde linéaire, c'est-à-dire le monde à l'équilibre ou proche de l'équilibre. Dans le monde chaotique, parce que les choses s'auto-amplifient. Un tout petit changement peut s'amplifier et avoir une énorme conséquence. C'est ce qu'on appelle, dans les théories du chaos, l'effet papillon. Je peux vous démontrer scientifiquement que vous n'avez jamais eu autant de pouvoir de changer votre vie, la vie de votre communauté ou la vie de la planète, si c'est votre souhait. Avant, pour changer le monde, il fallait être très puissant. Donc, il fallait être le président du pays, il fallait être très riche, le président de votre boîte, ou très nombreux, et on fait la révolution. Dans le monde d'aujourd'hui, grâce à cet effet papillon, vous n'avez jamais eu autant de pouvoir. Voilà, j'ai voulu vous transmettre un certain nombre de choses. Le monde est devenu de plus en plus incertain. Il est devenu chaotique parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux. Nous n'avons jamais été aussi connectés et que les choses vont de plus en plus vite. Le chaos, c'est ni bien ni mal, c'est un état. Nous sommes rentrés dans certains aspects, pas dans tous les aspects de nos vies, en particulier de nos vies sociales et collectives, dans une situation de chaos qui peut déboucher, où tout s'amplifie, s'auto-amplifie, qui peut déboucher sur des effondrements ou c'est des émergences, de nouvelles manières de vivre, de nouvelles sociétés également. Nous avons ce choix de nous organiser pour passer cette phase de crise, d'auto-amplification de la manière la plus confortable, la plus sereine possible et de participer, de créer des effondrements dans nos vies personnelles et dans nos vies collectives, en particulier si on a un rêve.
un attracteur étrange, un rêve formulé de manière positive qu'on lit tous les jours, si on pense moins en termes de contrôle, pardon, et plus en termes de régulation, choisissez un processus de régulation et testez-le. Si on est capable d'avoir une sorte d'hygiène par rapport à l'information, si on est capable de continuer à apprendre et surtout si on a conscience de notre pouvoir et du fait qu'on n'a jamais eu autant de pouvoir. Voilà, merci beaucoup. Ce que je voudrais, c'est avoir toutes vos questions et qu'on échange. Du coup, Philippe, je te repasse la parole. Merci, merci beaucoup Bruno, à la fois pour ta passion et pour la clarté de la clarté de ton approche. Et je retrouve, j'ai adoré ton petit livre. En fait, c'est quand même magnifique parce que le chaos, on imagine que c'est compliqué. Et tu arrives dans un livre de 160 pages, ou non, même pas, moins de 200 pages en tout cas, à donner une vision opérationnelle qui donne des réelles pistes pour faire face. Et donc, je ne peux que recommander très largement ton livre, qui est sans doute un des meilleurs livres que j'ai lus des 10 dernières années, et j'en lis beaucoup aussi, comme toi, quelques centaines par an. Donc, je trouve d'une extrême clarté. Pour lancer les questions, et vous pouvez taper vos questions dans la partie chat ou dans la partie zone de questions. J'aimerais que tu précises plus précisément quelle est l'essence d'un processus de régulation. Tu as donné des exemples de processus de régulation, mais qu'est-ce qui caractérise un processus de régulation par rapport à un processus de contrôle? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une question très importante. Je vais prendre un exemple dans le vivant. Et c'est souvent ce qu'il faut faire dans ce monde chaotique. Encore une fois, le vivant a su s'adapter. Et dans le monde d'avant, on avait des visions plutôt mécaniques. Le contrôle, c'est une vision mécanique. Par exemple, on va prendre l'exemple du thermostat. Dans le contrôle, vous mettez 20 degrés au thermostat. Le thermostat, il va, dès qu'il fait 21 ou 20,5, on va dire 21, il va arrêter le chauffage. Dès qu'il fait 19, il va remettre le chauffage. C'est-à-dire que c'est parfaitement borné. Prenons maintenant l'exemple du vivant. Le processus de régulation, il va dire, quand il fait trop chaud, t'enlèves ton manteau. Quand il fait trop froid, tu mets ton manteau. Et c'est pas pareil parce que votre température, votre corps peut par exemple décider de sortir de cette épure. Par exemple, quand on est malade, on a de la fièvre. Et jusqu'à un certain point, la fièvre est bénéfique. Jusqu'à un certain point. Attention, après, on peut atteindre l'effondrement et vous êtes trop malade. Et là, il faudra chercher à réduire la fièvre. Mais par exemple, chercher à contrôler la fièvre est souvent une erreur au départ, parce que c'est l'augmentation de cette température qui va tuer ou affaiblir un certain nombre de bactéries ou de virus, selon le cas. Donc, on voit bien que le contrôle, c'est quelque chose de mécanique, quelque chose de très précis. Le soir, je ne pars pas sans avoir vidé tout ma inbox. Le processus de régulation, c'est on décide de manière proactive et de manière un peu plus souple, plus floue, de mettre en place des choses. Quand je dis que je ne regarde pas mes mails avant 11 heures, ça ne me garantit pas que je vais faire tous mes mails dans la journée. Je ne peux pas vous le garantir. Ça serait le contrôle. Et ce que je vais vous dire, c'est essayer. Et vous ressentirez cette différence entre le contrôle et la régulation. Donc, le contrôle, c'est quelque chose de très précis. Il y a des frontières. On est dedans ou à l'extérieur. On est en dessous de telle température ou au-dessus. La régulation, on peut plus parler de membrane, toujours comme dans le vivant. Ça laisse passer un certain nombre de choses, mais ça ne laisse pas tout passer. Une cellule, si elle laisse tout passer, elle meurt. Si elle laisse rien passer, elle meurt également. Très bien, merci. Alors, je vois une question qui est arrivée de Béatrice. Est-ce que tu la vois? Je ne la vois pas. Alors, je vais la lire pour tout le monde. Bonjour, merci de votre intervention. Géniale et pleine de positif. Je vois qu'elle a su apprécier qui tu étais vraiment. Je suis convaincu et je connais bien la régulation. Quelle attitude pour se positionner avec son entourage amical et familial? Je vois certains de mes proches que j'aime se débattre avec l'ancien monde et je constate de l'incompréhension autour de moi par rapport à ma posture, presque de l'ironie. Tu as dû rencontrer ça toi aussi. Oui, alors merci beaucoup pour le partage de cette question. Moi, je suis effectivement confronté quasi quotidiennement
Je crois que le meilleur process de régulation, pour le coup, c'est l'exemple. C'est de montrer par l'exemple. Si on cherche à convaincre, c'est du contrôle. C'est-à-dire qu'on y arrive ou on n'y arrive pas, finalement, à convaincre les gens. C'est oui ou non. Ça marche ou ça marche pas. Alors que montrer inlassablement, être qui on est. Moi, par exemple, dans mes contrôles, dans mes processus de régulation, pardon, je lis tous les matins. C'est un de mes processus de régulation, ce que j'appelle alors c'est en anglais, je m'excuse, c'est mes Personal General Operating Principles. C'est mon propre OS, quoi, mon operating system, mon système d'exploitation de mon propre cerveau que je choisis de mettre en place. Et il y a un truc, et c'est peut-être un élément de réponse pour Béatrice, c'est je lis tous les matins, je crois, il faut que je relise les mots exacts, mais je crois qu'une bonne relation repose sur l'authenticité et la vulnérabilité. Et je crois que pour partager ces outils, le meilleur moyen, c'est d'être authentique et vulnérable. De dire, voilà, moi, je fais ça. Je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort. Maintenant, voilà ce que ça a changé dans ma vie. Valeur d'exemple, histoire également. Voilà ce que j'ai fait. J'ai arrêté de regarder mes mails avant 11 heures. Voilà ce que ça fait pour moi. Je médite tous les matins. Voilà ce que ça fait pour moi. Partagez de manière inlassable. Soyez une valeur d'exemple. C'est ça le leadership. Le contrôle, c'est d'être le chef, quoi. Le leader, il passe son temps c'est une de ses caractéristiques, mais Philippe raconterait ça mieux que moi, c'est de montrer, de l'idée, voilà, c'est pas beau ça, par l'exemple, avec authenticité, cohérence, congruence et vulnérabilité. Donc mon conseil, c'est l'authenticité et la vulnérabilité. Merci Bruno. Je rappelle également ma proposition, si certains d'entre vous veulent se joindre à nous sur l'écran et poser une question oralement à Bruno, ce qui peut être encore plus vivant, n'hésitez pas à lever la main, ça nous permettra de vous inviter dans le… Alors, il faut peut-être que tu précises, est-ce que c'est clair pour tout le monde, comment on fait pour lever la main? Il y a un bouton sur l'interface que toi tu ne vois pas, mais qui est dans l'interface des utilisateurs qui permet de lever la main si on le souhaite. Ce serait sympa que quelqu'un lève la main et qu'on voit une autre tête à l'écran pendant quelques secondes pour le ou la moins timide. C'est vrai ça. Surtout parmi les nombreuses personnes qui te connaissent. Anita, Anne, merci Anne de nous avoir rejoints. Mon processus de régulation dans les interactions, disait Béatrice également, et c'est évidemment un processus merveilleux, respirer avant de parler. Oui, alors, je l'ai fait, par exemple, je ne sais pas si Béatrice, je n'avais pas fait gaffe que c'était elle qui avait dit ça, mais par exemple, pour répondre à la question de Béatrice, c'est ce que j'ai fait, je trouve que c'est une grande source, là aussi, ça change tout. Ça change tout dans la relation à l'autre. Une minute de silence avant une réunion. Vous ne l'avez pas vu, mais avant de commencer ce webinaire, avec Philippe, on a utilisé un certain nombre de processus de régulation, dont quelques minutes de silence. Accueillir le silence aussi, c'est une belle… Et quand tu te situes, moi j'ai une question qui est plus directement liée au leadership. Tu sais, je ne sais pas si c'est Bill Joyner qui a écrit un livre qui s'appelle Leadership Agility. Et donc le leadership agile, donc il fait référence à l'approche intégrale en disant en gros plus ton niveau de développement et tu as travaillé à ton propre développement personnel, puis tu es capable de t'adapter, tu es capable de t'adapter à un monde de plus en plus complexe. Et d'une certaine manière, ça devrait être notre objectif à chacun, qu'on soit en position de leadership, puisqu'on l'est dans notre vie, évidemment. Et donc, le lien entre l'approche intégrale, tu es un des fondateurs de l'Université intégrale à Paris, donc c'est un domaine que tu connais bien, et le chaos et le leadership, est-ce que ça t'inspire quelque chose?
Oui, alors là, on est reparti pour 2 heures. Donc, allez chercher un sandwich ou une salade ou quel que soit votre processus de régulation alimentaire. Non, non, non. Et j'ajoute Pour... Vas-y. une contrainte, tu as droit à 3 minutes. Alors, oui, alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas l'approche intégrale, la résumer en 3 minutes, c'est compliqué. Je vais simplement essayer de le faire de manière un peu à la hache, donc de manière brutale. Un des moyens, c'est de regarder les choses toujours de plusieurs aspects, en particulier dans le beau, le bon et le vrai. Le beau au sens du point de vue de l'inspiration, de la vie intérieure. Le beau, c'est quoi? C'est quel que soit ce que vous avez dans votre tête, quel que soit ce que vous pensez, que vous ressentiez, même si vous me le dites, même si vous l'exprimez, quel que soit le moyen que vous utilisez pour l'exprimer, je n'aurai qu'un accès limité à votre vie intérieure. Ça c'est le beau. C'est l'inspiration. Vous pouvez le développer en méditant, etc. Le vrai, c'est la réalité, quoi. C'est la réalité, par exemple, du point de vue personnel, c'est combien vous pesez, qu'est-ce que vous mangez, la qualité de ce que vous mangez, est-ce que vous faites du sport, etc. Le vrai, c'est également les systèmes que vous mettez en place dans votre vie, les petites routines, par exemple. Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous travaillez? Comment vous y allez? Est-ce que vous faites du vélo? Comment vous interagissez avec les autres au sens des moyens, des outils? Et puis, il y a ce qu'on appelle le bon, c'est-à-dire la culture. C'est cette espèce de bon, mais collectif, de beau, pardon, collectif. C'est comment vous interagissez avec les autres, non pas, mais comment vous vous adressez aux autres, quelle est votre relation émotionnelle aux autres. Eh bien, un des aspects, je pense, du leader intégral, c'est d'être capable d'aborder chaque aspect dans ce qu'on appelle les 4 cadrans. Je ne sais pas, vous voulez résoudre la faim dans le monde, eh ben, comment vous allez faire du point de vue du beau? Peut-être qu'avoir une évolution de conscience va être importante. Comment on va apporter du point de vue du vrai, combien il faut de calories par jour, par être humain? Comment on va les apporter du point de vue du système? Et puis, quelle va être la culture qui fait qu'on n'a pas envie de laisser quelqu'un mourir de faim? Pour chaque problème, ça peut être un problème d'entreprise, je ne sais pas, tiens, dans votre vie personnelle, est-ce que vous développez le beau? Est-ce que vous avez une activité d'expression artistique, par exemple? Est-ce que vous méditez, si ça vous parle? Est-ce que vous priez, si vous êtes religieux? Est-ce que vous allez marcher 1 heure dans la nature, dans la forêt, pour retrouver le contact avec la nature? Du point de vue du bon, est-ce que vous avez un travail communautaire dans une association? Quel type, comment vous gérez vos relations amoureuses, amicales? Les systèmes, quels systèmes vous mettez en place? Alors ça, c'est les processus de régulation dont on a parlé, par exemple. Et puis, comme j'ai dit, du point de vue du vrai, au titre personnel, qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous faites du sport? Donc voilà, c'est avoir ça, et puis le faire de manière, comme tu l'as évoqué, évolutive, en étant... c'est ça qui nous fait évoluer et c'est ça qui nous permet d'appréhender des situations de plus en plus complexes. Je voudrais terminer ma réponse. Je pense que j'ai dépassé les 3 minutes. Pour vous remontrer que le monde est de plus en plus complexe, il y a 200 ans, quelqu'un qui naissait dans une maison à côté de chez moi en Ardèche, ses choix, c'était quoi? Statistiquement, il allait reprendre la ferme, surtout si c'était l'aîné de son père. La probabilité pour qu'il naisse, vive, travaille à l'école et meure dans un rayon de moins de 50 km était très très forte. Bien sûr, il y avait des exceptions, mais statistiquement, la probabilité était très forte. Aujourd'hui, la probabilité que la même personne, enfin pas la même, mais au même endroit statistiquement, naissent au même endroit, vivent au même endroit, aillent à l'école au même endroit, travaillent et meurent au même endroit, est quasiment nulle. Les choix que nous avons à faire sont permanents. Chaque jour, on a à choisir beaucoup plus qu'avant et ça rend notre monde de plus en plus complexe et ça appelle à une plus grande capacité à résoudre cette complexité.
Merci infiniment Bruno. Écoute, on va terminer ce webinaire. On va le prolonger par un email qu'on enverra à l'ensemble des participants et qui redonneront les devoirs, comme ça vous aurez. Oui, alors peut-être laisse-moi juste un petit mot de conclusion, puis je te laisserai faire la vraie conclusion, toi qui est notre hôte. Voilà, ce que je voudrais, c'est qu'on continue. Parmi vous, il y a des gens qui me connaissent en particulier, qui sont déjà connectés à moi, soit personnellement, soit humainement, soit au travers des emails que nous échangeons, qui ont participé à une conférence, à un séminaire, et qui donc reçoivent déjà de mes nouvelles. Et puis, il y a des gens qui arrivent d'ailleurs, de Facebook ou de l'univers de Philippe. Donc, il y a deux populations. À vous tous, ce que je souhaite, c'est je vais vous envoyer un email avec vos devoirs. Voilà, je vais vous rappeler les trucs importants qu'on a vus. Et puis, 2-3 autres choses très faciles que vous pouvez faire pour réellement faire une différence dans votre vie maintenant. Voilà, piochez dans ces devoirs, piochez 3-4 trucs et vous verrez que vous pourrez faire une différence dans votre vie maintenant. Voilà, les gens qui sont déjà dans mes listes, je ne vais pas vous réenvoyer les mails que vous avez déjà reçus. Les gens qui ne me connaissent pas, je vous enverrai en plus en bonus 3-4 mails où vous verrez quelques bonus, ma maison résiliente, voilà, quelques conseils de lecture, des choses comme ça. Donc, quelques mails de bonus pour les gens qui ne les ont pas reçus. Et puis, pour tout le monde, un mail du gros bonus de ce webinaire avec des idées de devoirs. Et puis, si vous consultez cette vidéo en temps différé, puisque le charme d'Internet, c'est qu'elle va être postée sur YouTube et que peut-être vous la consultez dans un autre espace-temps que celui qui est en train de se dérouler maintenant, on mettra le lien en dessous de la vidéo YouTube pour que vous ayez accès aux mêmes éléments que si vous aviez été présent en temps réel. Voilà, merci beaucoup Bruno, merci à chacun d'avoir été présent et de votre attention soutenue qui était palpable. Et puis peut-être on aura l'occasion d'en refaire un autre. Je sens qu'on a effleuré la question de l'approche intégrale dont tu es vraiment aussi un grand spécialiste et peut-être ça peut donner l'occasion d'avoir un autre webinaire sur ce thème-là, comment l'approche intégrale peut être une manière de répondre aux multiples défis que tu as évoqués. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, je vous remercie tous. Portez-vous bien, soyez des petits papillons et surfez sur tous ces tsunamis du changement. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir.